Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animédia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain, alias Phlegmatique, et dans ce podcast, je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, moto-tuné, néo-rétro et choc des titans. Ni hao la famille. J'espère que vous allez bien puisque aujourd'hui on part explorer un nouveau pan de l'animation mondiale, quelque chose que nous n'avions pas encore traité dans Animédia via le film chinois New Gods NESA Reborn, sorti chez nous sur Netflix en 2021. Pour être tout à fait transparent, je vais commencer par ça. À l'origine, j'avais envie de vous parler de NESA, premier du nom, qui était sorti en 2019 pour faire le pont avec sa suite NESA 2 qui cartonne actuellement en Chine. Vous en avez sûrement entendu parler. J'ai fait une vidéo courte sur mes réseaux à ce sujet, sur TikTok et Instagram notamment, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas justement si vous voulez des infos de ce genre. Le problème avec ce NESA 1, c'est qu'il a jamais été distribué chez nous, alors non seulement en salle, mais en plus il est dispo nulle part légalement, que ce soit sur une plateforme de streaming, mais même en VOD ou en DVD, Blu-ray, en physique, il n'y a pas d'édition de ce film. Donc ça me semblait pas terrible quand même de vous parler de quelque chose que vous ne pouviez pas voir. Donc à la place, je me suis rabattu sur ce New Gods NESA Reborn, qui est lui beaucoup plus accessible puisqu'il est disponible sur Netflix et qui traite lui aussi à sa façon de cette figure mythologique chinoise qu'est NESA. Si ça ne vous parle pas, rassurez-vous, on va détailler tout ça dans cet épisode. Alors j'ouvre tout de suite une petite parenthèse linguistique. NESA se prononce en réalité Neja, si on le prononce vraiment à la phonétique, mais pour des soucis de compréhension et pour vous épargner mon accent mandarin un petit peu approximatif, je vais l'appeler NESA tout simplement au cours de cet épisode. Un épisode qui va se découper comme suit. Je vais commencer par la partie critique autour de ce film, NESA Reborn. J'enchaînerai avec la partie contexte qui va élargir un petit peu sur le film, mais plus globalement sur le cinéma d'animation chinois et sur NESA 2 en particulier, qui, je l'ai dit, cartonne en ce moment en Chine et qui est toujours disponible nulle part ailleurs. Je préfère prévenir, je vais spoiler New Gods NESA Reborn. C'est un film qui est disponible, je l'ai dit, depuis 2021, donc si jamais, vous pouvez aller le regarder et revenir m'écouter ensuite. Allez, faites vrombir vos moteurs, on fonce vers le monde mystérieux de la mythologie chinoise. Quand t'étais gosse, ton père t'a jamais raconté l'histoire de Neja et du dieu dragon? Neja, il y a 3000 ans de ça. Tu as tué mon fils! Les 4 rois dragons ont uni leurs forces afin de lui faire payer tous ses crimes. Roi dragon, tu veux des excuses? Qui aurait pu deviner qu'une part de son âme survivrait à notre assaut pour se réincarner encore et encore? Ce Neja-là, c'est toi, le générateur de chaos! Insupportable! L'arrogant! Tu es Neja. Il est clair que l'esprit de Neja n'a pas encore totalement fusionné avec toi. Fan de course automobile et livreur d'apparence banale, Li Yongxiang découvre qu'il est la réincarnation du dieu NESA, celui qui a combattu il y a 3000 ans le roi dragon des mers de l'Est. De nouveau confronté à de vieux ennemis, il va devoir apprendre à maîtriser ses pouvoirs pour protéger ses proches et la ville de Donghai. New Gods NESA Reborn est sorti en Chine le 12 février 2021 et dans le reste du monde le 12 avril sur Netflix. Il est réalisé par Ji Zhao, écrit par Mu Xuan. C'est une libre adaptation du roman historique et fantastique chinois L'Investiture des dieux. Au casting VO, on retrouve notamment Yang Qianguang, Zhang He, Xuan Xiangming ou encore Su Junzu. Le film est produit par Light Chaser Animation Studios, Alibaba Pictures, Bona Film Group, Bilibili et Pop Mart. Il est distribué à l'international, je l'ai dit, par Netflix. Pour beaucoup, c'est peut-être une première rencontre avec le cinéma d'animation chinois qui n'est pas du tout aussi développé chez nous, qui n'est pas aussi bien distribué, ça on en reparlera, en France et d'une manière générale en Occident que le cinéma d'animation japonais, bien sûr,
qui est arrivé chez nous dans les années 70-80 et qui s'est immensément développé. Le cinéma d'animation chinois, c'est quelque chose de relativement récent, en tout cas qui a eu un vrai grand essor depuis une petite dizaine d'années, mais qui reste globalement méconnu chez nous. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de vous parler de la spécificité visuelle de NESA Reborn, mais d'une manière générale, des films d'animation chinois qui ont quand même une identité artistique vraiment qui leur est propre. En tout cas, c'est le cas pour les films de Light Chaser, donc le studio de production de NESA Reborn, qui travaille en animation 3D entre guillemets classique, mais là où ça va se différencier pas mal par rapport à ce qu'on connaît des productions occidentales, notamment américaines, c'est au niveau de la proportion des corps. On a des corps qui sont assez filiformes, assez fins, ou alors justement à l'inverse, quelque chose de très difforme. Je pense notamment à l'homme de main du méchant ou à certains personnages secondaires. Et puis plus globalement, il y a quelque chose qu'il faut comprendre à propos du cinéma d'animation chinois de ces dernières années, c'est qu'il s'adresse au public chinois en premier lieu, ce qui implique donc que les personnages ont des traits chinois et non pas stylisés comme ce qu'on peut retrouver dans le manga ou dans l'animation japonaise par exemple. Ils ont des noms chinois également. Les lieux portent des noms chinois aussi. On est dans la fantaisie, certes, mais basée sur ce folklore chinois. Cette identité, elle est revendiquée absolument partout, sur tous les points. On s'adresse à un public qui est familier de ça, qui connaît ça, ou justement pour qu'il se retrouve en terrain connu. C'est à la fois une qualité, clairement, hein, ça donne justement son originalité, sa spécificité à ce type de cinéma-là, et à la fois une limite, notamment pour l'accessibilité à un autre public et son exportation sur d'autres marchés. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard, hein, je sème quelques graines. Mais le marché chinois est tellement vaste et rentable que finalement, est-ce que ces studios-là, ces créateurs-là, ont vraiment besoin de s'exporter et d'aller voir ailleurs? Bien justement, c'est pas leur objectif premier. Ils essayent de parler à leur base, qui est le public chinois, avec des choses qui connaissent, un folklore, un panthéon, des dieux, des personnages qui sont très adaptés dans la culture chinoise. Forcément, pour nous, il y a un petit effort d'adaptation à faire. Et ça vaut également au niveau du visuel, donc j'y reviens au niveau de cette technique 3D qui est un petit peu particulière, puisqu'on a l'impression que les personnages sont un petit peu flottants, un petit peu presque flasques, mous. Je ne sais pas trop comment détailler ça plus précisément. Si vous voyez quelques minutes, ça va tout de suite vous sauter aux yeux. Il faut vraiment se faire à cette façon d'animer et de concevoir des personnages. Une des premières conséquences un petit peu négatives de ça, c'est que les personnages, justement, voire certains objets, notamment les véhicules, manquent un petit peu de consistance. On manque de poids, d'impact à l'écran. La moto, notamment, qu'on voit énormément dans le film, puisque le personnage de Yung Xiang est un motard. On a beaucoup de scènes d'action, en tout cas au début, à moto. Il y a comme une sorte de flottement, la moto fait des choses improbables, elle se comporte presque comme un cheval, hein, à faire des bonds partout, et pareil pour les voitures. Tous les véhicules sont tout le temps en train de sauter dans ce film, c'est un peu particulier. On est évidemment dans un univers fantasy qui n'est pas là pour être réaliste, on va bientôt voir des dieux se taper dessus, donc on cherche pas la crédibilité à tout prix, mais il faut s'y faire, c'est pas si évident. D'une manière générale, je trouve qu'aussi les coups dans les scènes d'action manquent un peu d'impact, comme si les personnages tapaient dans des grosses boules de chewing-gum ou des punching balls qui n'avaient pas bien été remplies. C'est un petit peu un problème, voilà, principalement au début. Il faut passer outre, il faut l'accepter si on veut pouvoir se laisser porter par le reste du film. Ça finit globalement par s'atténuer, on finit par s'y faire, d'autant que c'est quand même globalement un film d'action, hein, ce NESA Reborn, et il y a de quoi faire, on a de quoi être satisfait, il y a une vraie générosité dans les situations, dans les scènes d'action. Ça commence principalement avec des courses-poursuites à moto, je l'ai dit, puis on va avoir d'autres véhicules qui vont rentrer en ligne de compte. Il y a globalement une trouvaille par scène, on nous répète jamais 2 fois de suite la même idée, ce qui est quand même appréciable et ce qui n'est pas du tout le cas de la majorité des films d'action, hein. Le bestiaire aussi évolue également. Globalement, les chorégraphies sont plutôt bien réalisées et c'est toujours, et ça c'est très important, lisible. Vraiment, on s'y retrouve à chaque fois. On perd pas de vue l'action, les personnages, ce qui est en train de se passer, alors que les scènes deviennent
de plus en plus dantesque, vous vous en doutez. Au départ, on part d'un personnage qui n'a pas conscience de ses pouvoirs, puis qui apprend petit à petit à les maîtriser et qui fait appel à toute la puissance du dieu qui est en lui. Donc, on vire jamais une espèce de gloubi-boulga numérique. Je vous parlais d'Hercule il y a 2 semaines, on est à l'opposé de ça. Ça reste toujours propre et lisible et c'est extrêmement bien fait. On sent qu'il y a un vrai savoir-faire dans cette animation et dans la réalisation des scènes d'action. Artistiquement aussi, c'est quelque chose qui est très bien réussi dans le film avec une direction artistique qui est très claire. C'est un genre de steampunk néo-rétro qui reprend à la fois l'esthétique du New York de la Prohibition et du Shanghai des années 20-30. Donc on a cette esthétique un peu gangster façon incorruptible, vous voyez, avec des clans, de la mafia, du trafic en tout genre, des voitures qui sont à la fois rétro, comme ces vieilles voitures américaines ou chinoises justement de ces années-là, mais qui sont un petit peu twistées, elles ont 6 roues, il y a des tuyaux qui sortent de partout. Pareil pour les motos, on sent qu'elles reprennent une esthétique rétro, très chromée, mais en même temps elles sont un petit peu futuristes. Akira n'est jamais très très loin. Et ça se retrouve partout, pas que dans les véhicules, pas que dans les looks des personnages, mais d'une manière générale, la ville, il y a ce côté très industriel. On comprend que la majorité des habitants de Donghai vivent dans des conditions pas folles, avec justement cette sécheresse qui s'abat sur la ville et qui est la conséquence d'une exploitation par des puissants. Il y a vraiment un aspect lutte des classes, ou en tout cas confrontation de clans dans le film. Cette minorité de puissance, cette oligarchie, elle a la main sur la ville. C'est le propre de ces films-là aussi, où on a des clans, des gangs comme ça qui règnent en maître avec des hommes de main qui viennent pour ou collecter ou pour faire du trafic en tout genre. Avec quand même, et ça il faut le noter, un genre de sous-texte écolo, puisque cette sécheresse, elle est directement due à l'exploitation de ces puissants qui vont s'accaparer l'eau. Alors on va comprendre ensuite pourquoi, et on va comprendre qu'il y a une explication fantaisiste au sens de la fantaisie derrière tout ça, mais quand même, il y a une exploitation de la part de cette caste-là sur une autre. Est-ce à dire que le film accuse les riches et les puissants de provoquer le dérèglement climatique et les cataclysmes climatiques en tout genre? Un petit peu, on peut faire, je pense, ce genre de parallèle sans avoir l'impression d'exagérer. Donc on a vu pour ce qui était de la partie visuelle, il y a un parti pris très tranché, clairement, il faut l'accepter, il faut rentrer dedans, mais c'est original et ça nous sort de nos habitudes. Au niveau de l'histoire maintenant, qu'est-ce que ça raconte et comment ce Neza Reborn le raconte? Il y a 2 façons de voir les choses. D'un côté, je l'ai dit plus ou moins, le film est une relecture très très libre de l'investiture des dieux qui est un récit constitutif, on va dire, de la mythologie chinoise. Alors, je suis pas un spécialiste, vous allez pouvoir vous en rendre compte. J'ai quand même globalement découvert tout ça que je connaissais de très très loin, spécifiquement pour ce podcast. Mais j'ai fait mes recherches, rassurez-vous. En 2 mots, qu'est-ce que c'est l'investiture des dieux? Je vais essayer d'être quand même relativement concis. C'est un roman qui mélange justement historique et fantastique, qui date du XIe siècle et qui raconte en très très gros, la lutte entre 2 rois qui vont chacun ou ont chacun fondé une dynastie. Et c'est une lutte de pouvoir avec des personnages qui justement sont doués de pouvoirs extraordinaires et qui seront ensuite divinisés après leur mort. Donc il y a une certaine idée de personnages communs, humains, normaux avec des guillemets, mais qui sont tellement forts, tellement puissants qu'ils arrivent à accomplir des choses extraordinaires qui font d'eux ensuite des dieux. Et ça, c'est un roman qui a été multiplement adapté en animation, mais pas que, puisque d'ailleurs, en ce moment même le jour de la sortie de cet épisode, le 26 février, sort la 2e partie d'un film d'action live chinois qui s'appelle Creation of the Gods. Le précédent était sorti l'an dernier, la suite arrive ce 26 février. C'était encore une adaptation de l'investiture des dieux, sous un versant live et vraiment épique. Il suffit juste de regarder la bande-annonce du premier pour se rendre compte à quel point ça part dans tous les sens. Et j'imagine que le 2e va être encore plus dans cette direction-là. Je ne l'ai pas vu encore, mais c'est justement dans ce récit, l'investiture des dieux, que l'on retrouve le personnage de Neza et son affrontement avec le dragon des mers de l'Est notamment. Sauf que là, avec Neza Reborn, on est en présence d'une adaptation qui se passe 3000 ans après ces
ces événements-là pour donner, et ça c'est une nouveauté, un cadre inédit à cette histoire. L'idée c'est de moderniser ça, d'offrir quelque chose de neuf, et ça permet des réinterprétations forcément très très libres, mais modernes. Pourquoi est-ce que Lee Yung-chiang se balade à moto, adore faire des courses, etc. C'est parce que un des attributs de Neza, qui est un personnage qui tourne principalement autour de feu, c'est d'avoir des roues de feu sous ses pieds. Vous comprenez très bien, 2 roues de feu, une moto, ça voilà, il y a une logique là-dedans. Et c'est ce genre de réinterprétation que le film fait. Alors forcément, en Occident, tout ça on connaît très très mal, voire très peu. Donc il y a tout un pan de cette réinterprétation, de cette relecture du texte qui nous passe complètement au-dessus. C'est vrai que ça paraît assez improbable de voir un dieu se balader à moto, mais au moins vous avez des débuts d'explication de pourquoi on en arrive là. Mais je pense qu'une façon d'accepter ça, c'est comme finalement de se dire qu'on découvrirait la mythologie nordique via le personnage de Thor dans Marvel. C'est un petit peu la même idée dans le sens où on découvre un panthéon qu'on connaît plus ou moins bien. Alors on est plus familier chez nous avec la mythologie nordique, Thor, Loki, Odin, etc., qu'avec forcément des dieux chinois qui nous sont beaucoup plus éloignés. Mais c'est un peu la même logique. Voilà, on redécouvre un panthéon à travers un versant moderne. Forcément, eux parlent d'histoires et d'affrontements qui ont eu lieu il y a plusieurs millénaires, mais le film resitue ça quand même. Et il n'y a pas besoin non plus d'avoir le livret du panthéon des dieux chinois pour comprendre qui est le gentil, qui est le méchant dans l'histoire, et qu'ils ont grosso modo une querelle à régler qui date de plusieurs siècles, plusieurs millénaires. Au contraire, moi je pense qu'il faut être curieux, qu'il faut se laisser guider par ça, d'autant que le récit, et c'est le deuxième versant du côté narratif, est quand même très très balisé, très très conventionnel. On n'est pas surpris par l'enchaînement des événements. On a quand même un panel de personnages très très archétypaux qu'on a déjà vu ailleurs. Donc vraiment, on est en terrain conquis là pour le coup au niveau de l'avancement de l'histoire. Le gentil, il est très très shonen dans l'esprit. Hein. Il a un tempérament impétueux, il veut faire le bien, mais il n'arrive pas à se contrôler. Et ça, c'est aussi un des attributs de Neza. À savoir que c'est un petit garçon colérique qui ne contrôle pas ses pouvoirs et qui déclenche, sans forcément le vouloir, des catastrophes et qui est souvent rejeté, détesté par la population. Là, c'est pas tout à fait le cas parce qu'on traite avec sa réincarnation, mais quand même, on sent que il est souvent à ça de craquer et parfois, ça le dépasse. Il s'entend mal, forcément, avec son père qui est un petit peu bourru, qui n'accepte pas tout ce qu'il fait, les petits trafics qu'il peut faire à côté, qui n'a pas vraiment de métier honorable. Le méchant, il est quand même assez caricatural, hein. Il est méchant parce qu'il veut s'accaparer en plus les ressources de la ville, qui veut régler son histoire avec Neza qui pensait terminer. Il a un fils qui ne cherche qu'à rendre son père fier, mais qui n'est pas complètement à la hauteur, qui enchaîne les défaites. Donc forcément, le père est déçu du fils, le fils se déçoit lui-même, etc. Des relations qu'on a déjà vues ailleurs. On a bien sûr la figure du mentor, il en faut forcément un mentor facétieux, qui fait des blagues, qui est un petit peu insaisissable au début. Et là, en l'occurrence, c'est Wukong, le roi singe. Ça, pour le coup, on le connaît un petit peu mieux en Occident. Ça vient, là encore, d'un texte iconique de la littérature chinoise qui s'appelle La pérégrination vers l'Ouest, qui a été multiplement adapté, mais pour vous donner un référentiel un petit peu plus simple, le roi singe, il est arrivé chez nous via un manga japonais qui s'appelle Dragon Ball. Le roi singe y répond aussi au nom de Son Goku. Plus récemment, et c'est vous dire à quel point quand même la culture chinoise finit par s'étendre vers chez nous, on a eu l'an dernier le jeu vidéo Wukong qui reprend la figure justement de ce roi singe. Et c'est un jeu qui a été éminemment populaire, hyper spectaculaire, qui mettait en scène justement ce panthéon-là, comme a pu le faire il y a quelques années God of War avec la mythologie grecque ou la mythologie nordique. On y revient. Donc il y a des façons de faire vivre ce patrimoine, ce panthéon de façon hyper pop, hyper décomplexée. Et c'est aussi ce que fait Neza Reborn d'une certaine manière. Pour poursuivre la galerie de personnages, on a quelques personnages féminins, mais ça clairement c'est pas le fort de alors, ce film-là en particulier. On en reparlera, mais il y a quand même une autre série de Light Chaser Studio qui met beaucoup plus en avant les personnages féminins. Là en l'occurrence, c'est vraiment globalement des persos-fonctions qui s'effacent derrière le héros. On a le cliché de l'ami d'enfance. Ça, c'est un petit peu repris quand même de l'animation japonaise. Et ce qui pourrait ressembler au Love Interest, mais qui n'est pas vraiment consommé, qui est un personnage d'infirmière, médecin. Là encore, c'est des valeurs qui sont très souvent associées à des personnages féminins. On sort pas vraiment des carcans, hein.
On a aussi forcément une petite galerie d'hommes de main, d'hommes et femmes de main, qui sont là encore très très méchants et très assujettis au méchant principal. Pour le coup, ils se distinguent beaucoup plus par leur look, par leurs compétences au combat, même si je trouve qu'ils sont pas forcément assez bien utilisés. On utilise l'homme de main numéro 1, il a le droit à une scène d'action, il se fait quand même assez rapidement dégager, alors qu'il aurait pu être un petit peu mieux utilisé. Et la femme de main, on va dire, on va l'appeler comme ça, elle sort un petit peu de nulle part. Et c'est vrai qu'elle, pour le coup, autant elle est beaucoup plus stylée et elle se bat avec un éventail comme le personnage de Kitana dans Mortal Kombat, qui est aussi une arme traditionnelle des arts martiaux chinois. Mais bon, ce qu'on peut dire globalement de ces personnages-là, c'est qu'ils servent principalement à mettre en valeur le héros. Tout tourne autour du héros. On a son frère aussi, qui est un peu plus respectable, mais qui est un peu une genre de demoiselle en détresse, dans le sens où souvent il faut le sauver de situations inextricables. Les personnages sont là pour le mettre en valeur lui, pour le valoriser, pour révéler des facettes de lui. Et lui va suivre son parcours du héros classique, sans trop de heurts. Alors évidemment, au début, le premier combat qu'il fait, il le perd plus ou moins. En tout cas, il se rend compte de ses pouvoirs, mais il les maîtrise pas complètement. Et puis très très vite, il va monter en puissance. Et alors là, gare à ceux qui se dresseront en travers de son chemin. Bon, vous l'avez compris, tout ça rend la trame globale de Neza Reborn assez prévisible. À quelques exceptions près quand même, là encore, je trouve que c'est la spécificité chinoise qui fait ça. Il y a une certaine radicalité par certains moments, inattendue pour nous, public occidental, parce que ce sont des choses que le cinéma mainstream et le cinéma d'animation, a fortiori familial, plutôt destiné aux enfants, se refusent. On a quand même pas mal de personnages qui meurent ou qui se retrouvent dans des situations très peu enviables. Je vais pas trop spoiler, j'avais dit que je spoilerais, mais je quand même pour vous semer des petites graines. Ne vous attachez pas trop, par exemple, au petit chat que recueille Lee Young-xiang au début du film. Voilà, petit indice. De la même manière, Kasha, il lui arrive quelque chose très tôt dans le film qui est assez dur et assez inattendu dans un film de ce genre. On ne nous cache pas non plus la mort de certains personnages. On a un héros qui est assez impitoyable malgré tout, qui n'a pas trop d'état d'âme sur ce qu'il fait. Et puis il y a une petite spécificité chinoise quand même, je trouve, c'est toutes les choses qui sont liées globalement à la consommation d'alcool. On fait ça en famille, c'est absolument pas voilé, ça fait partie des choses qu'on fait et c'est quelque chose qui nous réunit. Donc là encore, ça peut surprendre. C'est des petites choses, des petits éléments, mais qui, mis bout à bout, je trouve, font la spécificité de ce cinéma-là et qui nous sortent aussi de notre zone de confort. Et je trouve que c'est important quand on découvre des films, de pas non plus être trop dans ses chaussons, quoi. Dans l'ensemble, ce qu'il faut retenir de New Gods Neza Reborn, c'est que c'est principalement un film d'action fantasy complètement débridé. Vous l'avez, c'est par rapport aux motos, avec des scènes de combat qui sont quand même assez efficace, faut pas se le cacher. On pense forcément à Shaman King, à Naruto, dans des moments pour rappeler des choses qu'on connaît un petit peu mieux, issues de l'animation japonaise, avec ces dieux qui surgissent en très très grand derrière les personnages principaux, avec des auras forcément très opposées. D'un côté, on a le rouge de Neza, on a le bleu du fils du méchant qui est beaucoup plus axé sur la glace. Le héros principal, lui, c'est un dragon géant. Là encore, une spécificité chinoise, mais qu'on retrouve bien sûr, qui va utiliser, lui, l'électricité. Donc, on a quand même des oppositions qui sont assez classiques, assez attendues, mais qui marchent bien à l'écran, faut le dire. C'est globalement joli à voir. Et tout ça est soutenu par une direction artistique solide qui donne de la crédibilité quand même à l'environnement. C'est plus les interactions des personnages avec le décor, les véhicules qui vont peut-être poser un petit souci d'authenticité au départ, mais l'environnement, lui, on y croit. Il y a aussi parfois un sens du découpage un petit peu étrange. On a l'impression qu'il manque des bouts de scène, des liens entre certaines scènes d'action. C'est pas forcément gênant, mais il y a un petit côté off. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, qui parfois on peut se demander, j'ai raté un élément, j'ai raté quelque chose. Et puis par moment, on a quand même des visions qui sortent du lot, des images, des plans, des scènes absolument jamais vues ailleurs. Je pense notamment à une scène sous-marine avec des plateformes en forme de méduses géantes. Enfin, esthétiquement, parfois, c'est assez dingue. C'est presque à s'en décrocher la mâchoire. Alors, faut plutôt se satisfaire de la beauté de ce plan en lui-même plutôt que d'essayer de trouver sa cohérence dans le récit, ce qui est quand même un petit peu un problème aussi, mais je pense qu'il faut voir ça comme une porte entrouverte vers un imaginaire, un univers que le film effleure un petit peu, en tout cas nous, on commence tout juste à effleurer,
qui nous dépasse. On sent bien qu'il y a quelque chose de plus grand derrière, qu'il y a tout un folklore, toute une mythologie derrière ça. Et en tout cas, à titre personnel, ça me donne envie de creuser. C'est un film qui me rend curieux. Et ça, j'adore qu'on commence à avoir vu beaucoup de films, qu'on en regarde régulièrement, qui plus est dans des thématiques ou dans des styles assez similaires. Ça fait du bien d'avoir un vent de fraîcheur, un vent de nouveauté. Moi, c'est un film que j'aime bien, voilà, tout simplement, Neza Reborn. J'ai bien conscience qu'il ne réinvente pas la roue. Vous l'avez, c'est par rapport à la moto. Que narrativement, il est assez simpliste. Il suit une structure balisée, assez attendue. Mais j'ai passé un vrai bon moment devant, principalement pour son esthétique, ses scènes d'action et son originalité, en tout cas chez nous. Il y a quelques autres films d'animation chinois qui sont disponibles à droite à gauche, je vais en reparler dans la deuxième partie. Ça me donne envie d'aller dévorer ça pour en apprendre beaucoup plus. Ça, c'est suffisamment rare et pour moi, ça suffit à faire de Neza Reborn une vraie réussite. Chouette moto. C'est le 3e fils du clan Dragon. Cette fois, je ne me couvrirai pas de ridicule, comme j'ai pu le faire autrefois. Je t'attends. Prépare-toi à mourir. Je suis Nodja. On en arrive à la deuxième partie, la partie contexte. Et avant d'élargir sur le cinéma d'animation chinois au global, on va parler un petit peu plus quand même de Neza Reborn et ce dans quoi il s'inscrit. Je l'ai dit, c'est un film qui est produit par Light Chaser Animation Studios, qui a fait l'objet d'une suite / préquelle qui s'appelle New Gods Young Jian, qui est pour le coup sorti chez nous au cinéma le 23 août 2023. Personnellement, je l'ai vu en salle, alors on n'était pas nombreux et le film n'a pas été exploité bien longtemps, mais ça fait partie de ces rares films chinois qui sont arrivés jusque nous dans des bonnes conditions. Vous verrez, c'est suffisamment rare pour être souligné. Il a aussi été réalisé par Ji Zhao d'ailleurs, tout comme White Snake, qui est lui sorti en 2019, qui est le premier opus de l'autre licence de Light Chaser. Ils ont New Gods et ils ont donc la saga des White Snake, qui sera suivie en 2021 par Green Snake. Oui, il faut suivre un petit peu, c'est pas forcément évident au niveau de la titraille, hein. On sent que la distribution justement chez nous se cherche un petit peu par rapport à ça. Et tout ça d'ailleurs, c'est marrant, ça apparaît dans les scènes post-génériques de Neza Reborn. Je dis les scènes parce qu'il y en a 3, hein, faut rester vraiment jusqu'à la fin. C'est les scènes qui servent un petit peu plus de bande-annonce que vraiment de scènes post-génériques, mais c'est une coutume assez habituelle de teaser ce qui va arriver après. Et d'ailleurs, pour le coup, ces films-là sont beaucoup plus facilement trouvables chez nous que Neza par exemple, dont je vais parler un petit peu plus tard, parce que White Snake est actuellement sur Prime Video et Green Snake sur Netflix. Bon, globalement, ces films, ils sont arrivés plutôt en catimini chez nous, hein. Aussi parce que ça avait été des succès relativement timides en Chine, ça avait bien fonctionné, mais pas du tout dans les proportions de la saga dont on va parler maintenant, à savoir Neza. Alors là, pour le coup, c'est en 2 mots, hein. Né et Za, un petit peu plus loin, qui est pour le coup sorti, lui, en 2019. On va parler du premier opus, qui est le premier film du studio Chengdu Coco Cartoon, qui a rapporté, tenez-vous bien, 726 millions de dollars pour un budget estimé à 20 millions. Et ces recettes-là, elles ont été collectées à 99% en Chine, puisque le film n'a bénéficié que de toutes petites sorties aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Vietnam. Il n'a jamais été distribué en salle en France et il n'est disponible nulle part, c'est ce que je vous disais en introduction, alors que c'était déjà un énorme carton là-bas, hein. Ça a pulvérisé le record du film d'animation le plus vu en Chine. Quelques petits mots brièvement quand même sur ce que ça raconte. Là, on est dans une adaptation de l'histoire de Neza beaucoup plus médiéval fantasy classique, où Neza est justement ce jeune garçon doté de pouvoirs redoutables qui le dépassent, qui est très caractériel et qui est surtout destiné par une prophétie à être celui qui va détruire le monde. Et donc il est craint, détesté, il est traité en paria par tout un tas de la population. Et on va suivre donc son parcours à lui et comment il va se révéler. Cette sortie et cette réception, c'est déjà un événement en soi, hein, mais qui est quand même resté globalement au niveau de la Chine. Moi, j'ai pas souvenir personnellement d'en avoir entendu parler au moment de la sortie en 2019, mais alors ça a été complètement éclipsé par sa suite Neza 2,
qui est sorti en Chine le 29 janvier, donc il y a pile un mois. Cette fois-ci, le budget était beaucoup plus conséquent, hein, 80 millions de dollars, donc 4 fois plus que le précédent épisode pour un film qui dure quand même 2h20. Et alors là, Neza 2 a pulvérisé tous les records. En 3 semaines, c'est devenu le premier film de l'histoire du cinéma à dépasser le milliard de dollars sur un seul territoire. Ça n'avait jamais été fait avant, tout simplement. Pour vous donner un ordre d'idée, le précédent qui possédait le record, c'était Star Wars 7, qui avait fait un petit peu moins, lui, de 1 milliard aux États-Unis en 2015. Ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. La première, je l'ai déjà dit, c'est que le premier avait déjà été immensément populaire. Et la deuxième, c'est que le film est sorti donc fin janvier, au moment du Nouvel An chinois. C'est une période de vacances en Chine qui est très propice à aller au cinéma en famille. Et par les interviews que j'ai pu voir à droite à gauche de gens qui allaient ou sortaient au cinéma, énormément de personnes qui disaient l'avoir vu 1, 2, 3, 4 fois, donc qui retournaient en plus régulièrement. C'est un tel carton qu'aujourd'hui, Neza 2 atteint 1,8 milliard de dollars de recettes, ce qui en fait tout simplement le nouveau film d'animation le plus rentable de l'histoire du cinéma, devant Vice Versa 2 qui avait récupéré le record l'an dernier. Sans compter l'inflation, c'est même le 8e plus gros succès de l'histoire du box-office mondial. C'est le seul film chinois du top 50 d'ailleurs. Et il devrait dépasser bientôt Spider-Man No Way Home et dépasser les 2 milliards de dollars de recettes. Et tout ça, je le redis, alors qu'il n'est sorti que en Chine. C'est monstrueux en fait, je pense même pas qu'on puisse se rendre compte de l'impact de ce film sur le marché chinois, sur le marché de l'animation globale. Et ce qui est drôle, avec des guillemets, c'est que si vous allez sur le site Box Office Mojo, qui est un peu la référence en matière de box office, qui recense les budgets des films et leurs recettes par région, c'est que le film, selon ce site quand même de référence, n'a récolté que 28 millions de dollars, donc 15 millions de dollars de marché domestique, qui est en fait le marché américain, puisque peu importe la sortie du film, le site considère que domestique égale États-Unis. En l'occurrence, c'est pas du tout le cas, mais il a bénéficié d'une petite sortie de 2 jours, comme Neza le premier, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Australie, et c'est seulement ces chiffres-là qui sont recensés pour l'instant. C'est quand même un signe que ce genre de site ne sont pas du tout adaptés pour quantifier, pour estimer le succès de films qui sortent des carcans du cinéma occidental traditionnel. On peut le voir de 2 façons, à la fois un petit peu de mépris, pour dire on va pas vraiment commencer à s'intéresser à ce truc, ça va pas non plus devenir un si gros carton que ça, on verra plus tard. Le temps que vous voyez, que vous mettiez d'accord, le film il bat des records avec ou sans vous, et un petit peu de méfiance forcément, notamment côté américain à l'égard de tout ce qui n'est pas occidental, ou simplement même de tout ce qui est chinois tout court. On peut même y voir un petit peu de racisme là-dedans. On sait que les relations entre les États-Unis et la Chine ne sont pas forcément au beau fixe ces dernières années. Il y a des conflits qui opposent les États-Unis et la Chine autour de TikTok notamment. Enfin voilà, tout ce qui est chinois n'est pas vu forcément d'un très bon œil. On peut arguer que les sources sont forcément un petit peu plus opaques pour ce qui est du box-office chinois que du box-office occidental, mais c'est plus une histoire d'habitude, je pense. Ces sites-là savent où trouver les infos quand il s'agit des États-Unis, de l'Amérique du Nord, de l'Europe. Mais en Chine, il y a à la fois peut-être moins d'envie, moins de moyens et une certaine incertitude. On peut comprendre qu'ils n'aient pas envie de publier des faux chiffres, mais c'est quand même difficile de nier à ce point ce phénomène-là, alors que c'est relayé partout. Il y a une source qui est reprise assez largement, c'est la billetterie Maoyan, qui est d'ailleurs elle-même souvent reliée par des agences de presse chinoises. Donc ces chiffres existent, on peut les trouver, on peut choisir de les croire, mais à la place, il y a toujours une certaine forme de défiance. Et ce qui est fou par rapport à ça, c'est que sa distribution est toujours aussi compliquée. Le film est sorti que 2 jours en dehors du territoire chinois, mais au moins ces territoires-là, ils l'ont eu. Nous, en France, comme le premier, on n'a toujours aucune date de sortie qui est programmée. Personne qui a trop envie de se positionner là-dessus visiblement. Je peux comprendre que c'est sans doute assez compliqué de distribuer un épisode 2 quand le premier est toujours disponible nulle part. Mais on peut peut-être envisager une sortie exceptionnelle du premier, enfin, histoire de l'avoir disponible chez nous, pour ensuite tâter le terrain
1 et éventuellement distribuer le deuxième. J'imagine que les droits de distribution pour un film qui est sorti en 2019 ne sont pas tout à fait les mêmes que pour un film de maintenant, qui plus est, qui cartonne en Chine. Là, je parle d'une sortie salle, mais est-ce qu'on peut imaginer Neza 2 sortir sur une plateforme, par exemple, histoire de l'avoir chez nous? Il est disponible. Si vous tapez Neza 2, vous avez un lien Amazon Prime Video, sauf que ce n'est pas disponible sur le territoire français. Netflix a largement joué son rôle de distribution du cinéma chinois ces dernières années. Neza Reborn, évidemment, je l'ai dit, mais aussi Green Snake, Big Fish et Begonia, Le Roi Singe, tout ça, ce sont des films d'animation chinois qui sont disponibles sur la plateforme, que je vais m'empresser d'aller creuser, que je vous invite aussi à aller creuser. On a aussi l'exemple assez unique quand même, mais qui existe, du film I Am What I Am, qui va avoir une suite d'ailleurs cette année en Chine, qui a été mis en ligne gratuitement avec des sous-titres anglais sur la chaîne YouTube de son studio Tiger Pictures Entertainment. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Alors je ne suis pas sûr que Neza 2 ait envie de se faire distribuer gratuitement, je vois mal le studio d'animation faire ça, mais ce sont des choses qui existent. Ce sont, pour dire, les moyens détournés que prend le cinéma d'animation chinois pour arriver jusqu'à chez nous, ou en tout cas pour les puristes, pour les cinéphiles, pour ceux qui ont envie de creuser ce sillon-là, il existe quand même des possibilités, mais je trouve ça fou que justement ces films-là soient disponibles et toujours pas ceux qui sont les plus gros cartons du cinéma d'animation chinois. D'autant que, bon, les voir en streaming, les voir sur YouTube, c'est bien beau, mais la plupart, voire quasi tous, ce sont des purs films d'action, historiques, fantasy, hyper spectaculaires. Ce sont des films à voir en salle, tout simplement. En France, pour l'instant, c'est KMBO qui prend ce risque de distribuer au compte-gouttes comme ça quelques films d'animation chinois. Ce sont eux qui ont distribué la suite préquelle de Neza Reborn, New Gods Young Jian, qui est sorti en salle chez nous en 2023, je l'avais dit. Et ce sont aussi eux, KMBO, qui ont distribué l'an dernier Le Royaume des Abysses, qui a eu son petit succès quand même. Je vous encourage vraiment à aller le voir, à trouver un moyen de le voir. C'est un film d'animation comme vous en avez jamais vu, hyper foisonnant, qui n'arrête jamais. En fait, le décor est toujours hyper rempli. Ça peut avoir un effet parfois un peu déconcertant, ou on peut avoir une espèce de sentiment de trop-plein. Là encore, il y a un côté un peu rondouillet, un peu caoutchouteux, un peu pâte à modeler des personnages. Et alors, par moment, quand la direction artistique s'envole, on a des scènes à la fin du film qui sont époustouflantes, vraiment des choses que j'avais absolument jamais vues ailleurs. Je regrette de ne pas l'avoir vu en salle d'ailleurs. C'est vraiment à voir, Le Royaume des Abysses. Je suis très très content qu'il soit sorti en salle chez nous. Mais voilà, maintenant on en veut plus, on veut que ça continue. Sauf que ça, bon, on va pas se le cacher, c'est des questions quand même assez égoïstes. De notre part, on a envie que ces films arrivent là, on a envie qu'ils soient distribués, de pouvoir les voir tout simplement. Après, le public décide, mais c'est toujours mieux d'avoir le choix, c'est toujours mieux que le film soit là, évidemment. Mais la réalité, quand on voit le succès que font Neza et Neza 2, c'est que le cinéma chinois grand public n'a pas besoin et n'a plus besoin, ça fait déjà un petit moment que ça existe pour les films live, il n'a pas besoin des autres territoires pour exister et pour cartonner et pour être rentable, mais dans des proportions jamais vues. Parce que Spider-Man No Way Home, il a fait quasiment 2 milliards, d'accord, mais il n'a pas coûté 80 millions. Il a coûté le triple, voire le quadruple si on rajoute les budgets marketing. Là, on est sur un cinéma ultra rentable, alors qu'il sort sur un seul pays. C'est démentiel. Donc, comme je le disais en préambule de cet épisode, les producteurs, les créateurs derrière ces films-là, ils peuvent se permettre de ne s'adresser qu'au public local, qu'au public chinois, avec des références culturelles qui sont typiquement chinoises. Ils n'ont pas besoin de rendre ça lisse, de rendre ça plus occidental, de se réfréner sur certaines choses. Non, puisque de toute façon, c'est principalement à la Chine que ces films-là s'adressent. Forcément, ça rend leur exportation hyper compliquée d'un point de vue commercial. On comprend très bien que les distributeurs n'aient pas forcément envie de prendre le risque de distribuer ce qui restera un produit de niche. Évidemment, la communauté chinoise est présente dans énormément de pays en dehors de Chine. Déjà, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il y a suffisamment d'aficionados dans ces pays-là qui sont prêts à aller payer leur ticket de cinéma pour aller voir ces films-là? Pas si sûr. En tout cas, on n'a pas suffisamment d'exemples pour en faire une réelle réalité commerciale. Il faut qu'il y ait des distributeurs qui prennent des risques. On sait très bien que prendre des risques, c'est pas évident et on les comprend. Ça me fait d'ailleurs penser à The Storm, qui est un très très beau film d'animation chinois que j'ai vu à Annecy l'été dernier, qui était sorti
sorti en janvier 2024 en Chine et qui n'a toujours pas de distributeur chez nous. Je pensais que ça allait arriver en 2025, mais il n'y a toujours pas d'annonce. C'est même pas sûr qu'ils voient les salles françaises un jour. Et ça, c'est forcément frustrant quand on est fan d'animation. Moi, je comprends un petit peu, privilège. Je n'ai fait qu'un festival d'Annecy, mais j'ai déjà vu des films qui n'ont pas de date de sortie, qui ne seront sans doute jamais exploités en France. Mais pour un grand public qui serait curieux, pour même élargir les horizons globalement du spectateur, il y a de la frustration. Alors si jamais vous aussi, vous ressentez l'envie de vous ouvrir à d'autres types de cinéma, ça se fait très bien dans le cinéma live. On a des spécialistes de un peu tous les cinémas. Pourquoi ce serait pas le cas également en animation? Si vous avez envie de ça, jetez-vous tout simplement sur tout ce qui est dispo, sur les plateformes ou ailleurs, en VOD, etc. Et peut-être que les frontières bougeront, peut-être qu'on verra un petit fléchissement du côté de l'animation chinoise, et qu'on sait jamais, ces films-là pourraient arriver chez nous dans les meilleures conditions. C'est tout ce dont on a envie. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, c'est pour qui New Gods NESA Reborn? On va revenir quand même au sujet principal de cet épisode. Je vais aller assez vite parce que j'ai quand même beaucoup parlé. C'est principalement pour les adolescents, jeunes adultes. C'est assez clair, le public il est assez clair. On est quasiment en présence d'un shonen à la japonaise. Et puis forcément, il faut être un petit peu curieux de découvrir, voilà, je l'ai dit, un autre type de cinéma, un autre type d'animation. Et puis tout simplement aux amoureux d'action, de fantasy, de combat. Globalement, si vous aimez des productions de style Shaman King, Naruto, oui, du shonen, on y revient, que vous êtes un petit peu plus vieux et que vous avez envie de tenter, ça vaut complètement le coup. C'est 2 heures que vous regretterez pas, en tout cas à mon sens. Le film est suffisamment bien rythmé pour que ça passe tout seul. On en arrive à la note pour reclasser New Gods NESA Reborn dans le grand classement Letterboxd Animedia. Et je vais être assez sympa, je vais lui décerner la note de 3,5 sur 5. Pour revenir globalement sur les points positifs et négatifs. En positif, je l'ai dit, il y a un rythme qui est quand même soutenu, une bonne générosité dans les scènes d'action. Ça s'enchaîne, on n'a pas 2 fois la même situation, on n'a quasiment jamais 2 fois le même ennemi, ou en tout cas il est jamais montré de la même façon. Ça c'est quand même assez appréciable, on se moque pas de nous au niveau de l'action, ça fait plaisir. Il y a forcément cette exploration d'un folklore et d'une mythologie nouvelle pour nous, il y a un vrai dépaysement à regarder NESA Reborn, faut pas se le cacher. La direction artistique néo-rétro, personnellement j'adore. Ce croisement entre les années 20-30, Shanghai, New York et le cyberpunk, c'est complètement ma came, donc ça a fonctionné clairement sur moi. Et puis je l'ai dit aussi un petit peu plus tôt, il y a une certaine radicalité à certains moments qui nous rappelle avec plaisir qu'on est en train de voir quelque chose de différent avec des codes culturels différents. En point négatif, je l'ai déjà suffisamment dit, les personnages, les modèles 3D qui sont un petit peu flottants, qui manquent parfois un petit peu de consistance. Les persos et le récit d'une manière générale est assez caricatural, très archétypal, tout ça est assez prévisible. Les personnages féminins manquent un peu de consistance dans tous les sens du terme, ils sont assez peu développés par rapport aux autres. Et puis il y a un point que j'ai pas trop évoqué, la musique, c'est clairement pas le point fort du film. Par moments, elle reprend des accents un peu plus épiques, mais à d'autres moments, notamment au début, pour présenter, catégoriser certains personnages, on a une musique pop-rock très très générique qui fait presque un peu banque de sons, qui est pas du plus bel effet, qui justement ne trouve pas de résonance avec l'univers dans lequel on est. Donc ça m'a parfois un petit peu sorti. C'est rare que la musique soit notable négativement à ce point-là, mais voilà, c'est pas forcément dérangeant, mais ça ne sert pas le film, je trouve. 3,5 sur 5, ça place NESA Reborn dernière Nimona, qui est aussi, à sa manière, une réinterprétation moderne de contes et qui est aussi disponible sur Netflix. C'est vachement bien Nimona, allez regarder Nimona. Ça place NESA Reborn au même niveau que Le Royaume des Abysses, qui m'a beaucoup plus enthousiasmé niveau visuel, mais qui a parfois ce côté un peu trop plein dont j'ai parlé, qui peut quand même pas mal déconcerter. Et ça le place devant sa suite remake New Gods Young Jian. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que ce rapide tour d'horizon de l'animation chinoise vous a plu, vous a donné envie de découvrir des nouvelles choses. Avant de se quitter tout à fait, je vais faire un petit point rendez-vous. Et là, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus classique. On va revenir à l'animation japonaise puisqu'il y a 2 sorties exceptionnelles à venir les 2 prochains week-ends au cinéma, en salle. On commence par les samedis et dimanches 1er
et 2 mars, week-end où sort au cinéma L'Attaque des Titans, l'attaque finale, qui est la conclusion de l'animé, alors qu'on a déjà eu sur des plateformes de streaming spécialisées. C'est les épisodes qu'on a déjà eu. C'est grosso modo 2 épisodes de 1h et 1h20 qui ont été collés ensemble pour faire un grand film de 2h20, mais dans une version retravaillée pour les salles. Puis si vous êtes fan de l'Attaque des Titans, ou si comme moi, vous avez profité de cette sortie pour rattraper votre retard et découvrir ça au cinéma, bien allez-y, 1er et 2 mars, un petit peu partout, regardez quand même autour de chez vous, j'espère qu'il reste des places. Et les 7 et 8 mars, on aura le droit à une ressortie exceptionnelle, elle aussi, celle de Dragon Ball Z Battle of the Gods, donc un film Dragon Ball Z qui était sorti en 2013, mais dans sa version Extended Cut de 105 minutes, donc avec 20 minutes de plus, et ça traite de l'arc de Bérus, pour ceux qui connaissent, qui est le dieu de la mort, vous savez, ce chat noir, un arc qui arrive après l'arc de Boo. Donc là, on est clairement sur du produit de fans pour les fans de Dragon Ball Z, mais malgré tout, à découvrir ça au cinéma, ça peut quand même être très très sympa. Là encore, ne tardez pas trop, hein, souvent ces événements sont quand même pas mal pris d'assaut, hein. C'est pas comme s'il n'y avait pas une énorme base de fans Dragon Ball Z en France, donc j'espère pour vous que ce sera diffusé pas très loin de chez vous. De mon côté, je serai au Grand Rex le dimanche 2 mars pour voir l'Attaque des Titans, l'attaque finale. J'ai très très hâte, j'espère justement que le public sera chaud, c'est un peu ce que j'attends aussi de ce genre d'événement. Je vous en ferai peut-être une vidéo si jamais il y a matière. Vidéo que vous pourrez retrouver, vous avez vu la pirouette subtile pour vous amener vers mes réseaux sociaux, Blue Sky, Instagram, TikTok. C'est là où je partage le plus clair de mon contenu en rapport avec l'animation. Le lundi, je vous fais notamment ma critique de la semaine et le mardi, je vous donne le calendrier des sorties pour la semaine cinéma à venir. Ce podcast, lui, est à retrouver bien sûr sur Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict ou encore YouTube. Surtout, c'est très important, je le dis en fin d'épisode, je devrais le dire beaucoup plus tôt à chaque fois, mais vous connaissez la musique. Abonnez-vous, mais surtout laissez-moi des étoiles. Vous n'êtes que 20%, 1 sur 5 à avoir laissé des étoiles alors que vous êtes abonné. C'est très important pour moi, pour le podcast. Ça le fait remonter, ça le fait apparaître aux yeux des algorithmes. Et puis laissez-moi aussi un petit commentaire. Je vous lirai avec grand plaisir et j'y réponds surtout, puisque l'important c'est de dialoguer, d'échanger autour du cinéma d'animation qu'on aime tant. On se retrouve mercredi prochain dans un nouveau numéro d'Animédia. D'ici là, portez-vous bien, continuez de voir des bons films d'animation et ciao!哪吒，好久不见呐！你愿与老夫一同出征否？这家我最擅长。我乃哪吒三太子。瞧，一身正气。能降妖来，化作尸。排斥，收你们来了。今日到此除奸恶，尔等妖孽快受死！蒙族犯下滔天罪行，我们报仇雪恨的千载良机到了。我若出战，就让陈塘关鸡犬不留。住手！你不想活了？我活不活无所谓，我只有你死！哪吒，你战力非凡，定可当平有功。给我！